Présent à ce webinaire qui s'intitule « Comment fidéliser vos collaborateurs ». Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine et je suis responsable d'événements chez Meilleurs Agents et je suis accompagnée par… Antoine Ménard, donc président de Recrutimo. Bonjour à tous et ravi de vous revoir. Alors, la dernière fois, on avait fait un webinaire avec Antoine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en mars dernier. C'était comment recruter vos collaborateurs et bien recruter, parce que c'est ça le sujet. Recruter, c'est facile, mais c'est bien recruter qui est plus bien recruter qui est plus difficile. Antoine était venu nous parler de ce sujet. Et aujourd'hui, on va effectivement aborder un autre sujet, le sujet qui est plus logique, qui est maintenant comment fidéliser vos collaborateurs. Oui, non, effectivement, on vous a appris, je l'espère en tout cas, qu'on vous a apporté quelque chose sur la partie recrutement. Maintenant, vous avez eu tant de mal à recruter parce que c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui. Alors, on va partir d'une stat. En fait, c'est qu'en France, il y a un taux de turnover très élevé. Oui, aujourd'hui en France, le turnover qui est donc turnover réel, c'est 15 à 20%, ce qui veut dire qu'en gros, vous avez deux collaborateurs qui arrivent. Non, j'y arrive pas en fait. Donc 20%, c'est très bien. Allez, 15 à 20% des gens qui s'en vont chaque année. Donc c'est quand même déjà très important. Mais la stat qui est la plus significative, c'est celle de l'immobilier. Alors, cette stat-là, elle est très liée à la négociation immobilière. Évidemment, quand vous êtes sur des fonctions d'administration de biens, on est sur des statistiques plus classiques et conformes à celles qu'on a vues juste avant. Dans les négociations immobilières, on est à 35 à 40% de turnover, ce qui est gigantesque. Et là, je donne la bonne stat, c'est 1 sur 3 négociateurs qui s'en vont chaque année. Donc, c'est absolument gigantesque. Oui, c'est énorme. Donc, il y a un gros sujet là. Eh bien, on va du coup voir déjà comment bien accueillir le nouveau collaborateur parce que c'est la première étape et souvent, il faut réfléchir un peu en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où il va arriver forcément dans l'entreprise, dans l'agence, qu'il faut s'occuper de lui. Il faut parfois s'occuper de lui un peu avant. Alors, pourquoi on vous parle d'accueil du candidat? Parce qu'en fait, d'ores et déjà, vous avez un salarié sur 5 qui quitte l'entreprise au bout de seulement 3 mois. Ce qui veut dire que on a 20% des recrutements qui tombent à l'eau juste pendant la période à cause d'une mauvaise intégration. Et si on fait un peu le lien avec le turnover, on peut imaginer que dans l'immobilier, on est plutôt à 2 sur 5 collaborateurs qui s'en vont pendant la période d'essai. C'est absolument gigantesque et ça veut dire que ça met à néant tout ce qu'on a fait en recrutement. Donc, tous les efforts qu'on a menés, l'argent qu'on a dépensé pour recruter quelqu'un, finalement, on en perd déjà 20 voire 40% dans l'immobilier dès les premiers mois. Donc, il faut absolument endiguer cette statistique. Effectivement, les premiers contacts sont capitaux, même avant que la personne rentre dans l'agence. Oui, alors effectivement, ce que l'on pense, c'est qu'il y a une image entreprise à transmettre. La fidélisation, elle ne commence pas à partir du moment où la personne est dans l'entreprise, mais déjà avant. Elle commence déjà lors du recrutement, c'est-à-dire qu'il faut savoir donner envie, il faut déjà être quelqu'un d'assez proche de ses collaborateurs au moment du recrutement. Et on en parlait très justement avec Christine, c'est que souvent, il y a une période pendant laquelle il y a un préavis que le collaborateur doit effectuer dans son ancienne entreprise. C'est une période où il faut garder. Il faut le rappeler, il faut éventuellement le faire venir dans l'entreprise de vos agences pour lui présenter les équipes, pour commencer à l'intégrer et pour qu'il sente que son choix est déjà le bon choix. Plus il sera convaincu de ça, plus quelque part l'intégration va se faire correctement. Ça peut être aussi une période pendant laquelle il va être aussi sollicité par d'autres entreprises. Complètement. Et l'entreprise ne lui envoie pas les bons signaux, ça peut lui donner envie d'aller voir ailleurs. Complètement. Je ajouterai un petit détail, mais on revient sur ça, c'est quand on vous dit considérer chaque candidat et personnaliser l'échange, ça marche aussi au moment du recrutement. C'est-à-dire quand vous ne prenez pas un candidat que vous avez rencontré en entretien, c'est hyper important de lui faire une réponse. Vous n'êtes pas obligé de lui expliquer pour quelle raison vous ne le prenez pas, mais faites-lui une réponse, c'est votre image d'entreprise, la notoriété de votre entreprise qui est en jeu, et ça se sait. Donc, notamment quand vous êtes sur des zones très locales, comme l'est une agence immobilière, il faut absolument être irréprochable dans la considération que vous apportez à chaque candidat, même ceux que vous ne prenez pas. Vous reprochez très souvent, à juste titre, au candidat de ne jamais rappeler, de ne pas donner suite, etc. Ouais. Soyons exemplaires d'ores et déjà pour nous. Et je ne sais plus si tu l'as dit, Antoine, mais je reviens sur la partie intégration bien avant que la personne arrive le jour J pour l'intégration dans l'entreprise. C'est favoriser effectivement les moments de rencontre, présentation des équipes, peut-être un déjeuner avec les équipes, un after-work ou autre, mais même pendant la période où il est encore en période d'essai, enfin pas d'essai, mais de pré-intégration. Ouais, tout à fait.
Alors, quels sont les aspects matériels Oui, clés qui paraissent tout bête hein, Oui, c'est tout bête, mais le nombre où on a des candidats qui nous disent, mais vous voyez, je suis arrivé dans l'entreprise et moi, je suis arrivé, il n'y avait rien de prêt. Voilà. Alors, effectivement, le point numéro 1, c'est préparer le poste de travail. C'est tout bête, hein, mais préparer le bureau du nouveau collaborateur, son ordinateur, configurer ses codes, ses accès, son mail, c'est important. Téléphone, mine de rien, pour le métier immobilier, c'est quand même essentiel. Deuxièmement, bon, installer tout le matériel informatique, je viens de le dire quelque part, c'est installer l'ordinateur, mais configurer tous les comptes. Donc, la messagerie, votre logiciel métier, s'il y a des accès à meilleurs agents, configurez déjà son identifiant et ses mots de passe. La personne va arriver chez vous et déjà avoir les outils de travail nécessaires. Et dernier point, mais qui à mon sens n'est pas des moindres, même si ça paraît complètement fou, imprimer en amont les cartes de visite. Là aussi, il y a des réflexes qu'on peut tous avoir et que j'ai eu, moi, un certain temps quand j'avais mes agences immobilières. C'est-à-dire, je vais attendre que le collaborateur arrive, qu'il fasse ses preuves et puis je commanderai les cartes de visite. Comme si la carte de visite est quand même un coût tellement gigantesque que, alors oui, on vous parlera après de RSE et de responsabilité environnementale. Enfin bon, ça va, c'est pas des petits bouts de papier, ce que ça coûte. Mais pourtant, pour le collaborateur, c'est absolument remarquable d'arriver et d'avoir sa carte de visite sur son bureau. Il se sent tout de suite beaucoup plus intégré. Après, il y a d'autres aspects aussi qui sont plus liés à la relation humaine. Oui, complètement, ça c'est important. Là aussi, hein, point numéro 1, c'est peut-être une évidence pour tous, mais combien de fois je me rends compte qu'on intègre très mal nos collaborateurs, il faut être présent. C'est-à-dire que le jour où il arrive, donc déjà le rendez-vous en amont est préparé, hein, donc c'est le lundi à 9h30, ou si vous êtes fermé le lundi, c'est le mardi à 9h30, ou 9h, enfin peu importe. Soyez présent. N'oubliez pas ce rendez-vous, il est fondamental. Si votre collaborateur, mettez-vous à sa place, il arrive dans l'entreprise, il demande le directeur, vous dites le directeur il n'est pas là, ou il est en retard, ou il a un rendez-vous, ah oui je suis désolé, il n'est pas prévu, c'est pas possible. Vaut mieux décaler l'entrée en collaborateur parce que vous avez un impératif, ce qui arrive, mais il faut être présent, c'est indispensable. Deuxième point, là encore, hein, on se met à la place du collaborateur, il arrive dans un environnement nouveau, il ne connaît personne, il ne sait pas qui fait quoi. On fait le tour de tous les bureaux et on présente un à un chaque membre de votre équipe. Là aussi, on gagne un peu de temps. Et puis, tout le monde est souriant, tout le monde est agréable, tout le monde est dans l'intégration. Dernier point, on va un peu plus loin maintenant. On a fait le tour de l'entreprise, on a présenté l'assistante, les autres négociateurs, éventuellement les autres services de l'entreprise si vous faites de l'administration de biens. On va dans son bureau et là, on va présenter le détail du parcours d'intégration, le détail de l'arrivée de la personne dans l'entreprise. Alors, il y a des petites astuces aussi qui permettent aussi de valoriser. C'est peut-être, par exemple, lui offrir une séance photo individuelle, une belle photo en noir et blanc, que vous pourrez mettre ensuite sur le site de votre agence, sur la vitrine Meilleurs Agents. Faites aussi des photos de groupe avec votre équipe. Lui, il aura vraiment le sentiment, ça y est, d'appartenir à votre famille professionnelle. Donc, c'est très agréable pour lui. Il se sent d'autant mieux intégré. Et alors, chez Meilleurs Agents, mais tout le monde ne peut pas se le permettre parce qu'en termes de budget, ça peut représenter un coût. Mais nous, par exemple, quand on a des nouveaux candidats qui arrivent et qui sont intégrés à l'entreprise, ils ont dès le premier jour un kit de goodies, mais des goodies utiles. Donc, ils vont avoir le mug Meilleurs Agents, le tote bag Meilleurs Agents, le petit stylo avec le bloc-notes. Et voilà, et tout ça, c'est aussi, ça joue sur la culture d'entreprise, mais la personne qui arrive, intègre une nouvelle famille avec des nouveaux codes et ça aide aussi à s'intégrer à l'entreprise. Voilà, donc c'est des petites astuces. Oui, ces astuces, alors on a bien conscience, encore une fois, comme l'a dit justement Christine, c'est pas via le coût, mais aussi il y a une organisation à mettre qui n'est pas forcément facile dans le type de structure que l'on gère, hein, naturellement. Mais voilà, ce sont des petites astuces supplémentaires, mais à minima, les points 1, 2, 3 x 2 qu'on vous a présentés juste avant sont des impératifs. Voilà. Là, vous pouvez décaler ça un peu dans le temps, mais effectivement, c'est un vrai rôle d'intégration dans l'entreprise. Alors, comment aider la nouvelle recrue à s'intégrer, Antoine? Alors, ce qu'on disait, une fois que vous prenez votre nouvelle recrue dans votre bureau pour lui expliquer comment ça va se passer, ça veut dire qu'il faut les configurer avant, mais la remise d'un petit document d'accueil, c'est une page, c'est pas plus, peut-être 2 grand maximum, dans lequel il y a les numéros principaux, il y a les portables des autres collaborateurs, il y a les horaires d'agence, par exemple. C'est des détails, mais tout ça, ça compte. Vous pouvez aussi lui parler de tous les aspects quand même sociaux, on le verra plus tard, mais liés à la mutuelle. Hein, c'est à ce moment-là que vous allez lui remettre parce qu'il faut qu'il les complète.
Deuxièmement, présenter un diagramme d'organisation, même si vous avez fait… Bon, bah, c'est important, il ne va pas tout retenir naturellement, donc c'est important qu'il puisse avoir un document auquel se référer, qui fait de la gestion locative, qui fait du syndic, l'assistante commerciale, qui est qui. Voilà, ça le rassure. Et encore une fois, tout ce qui est rassurant pour un collaborateur favorise son intégration. Tout ce qui l'inquiète favorise le fait qu'il s'en aille dans les premiers temps. Troisième point, et je pense que ça, c'est essentiel. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous le font. Et si vous pouviez le structurer de manière régulière, ce serait encore mieux. Le parcours d'intégration est fondamental. C'est un moment qui va partager avec les autres collaborateurs de votre équipe. Ils vont les accompagner, ils vont aller en prospection avec eux, ils vont aller en estimation avec eux, ils vont aller chez un notaire avec eux, ils vont mieux les connaître, ils vont partager des moments de vie avec eux et des moments de vie de professionnels évidemment. Ils vont déjà rencontrer des interlocuteurs, si on parle de notaires, de diagnostiqueurs, ils vont rencontrer ces interlocuteurs. Et tout ça, il faut qu'ils le fassent accompagner et pas seul. Dernière chose, la formation, c'est fondamental là encore. Combien de collaborateurs, enfin de candidats, enfin d'ex-candidats et ex-collaborateurs nous disent à nous, chez Recrutimo, est-ce que vous vous rendez compte, je suis arrivé, on m'a mis dans mon bureau et puis on m'a dit, bon bah voilà, maintenant on te laisse travailler. C'est dingue. Alors, vous avez deux catégories de personnes. Vous avez les agents immobiliers qui ont l'expérience, qui connaissent le métier, et puis ceux qui sont en reconversion professionnelle. Alors, ceux qui sont en reconversion professionnelle, c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le métier, mais pour autant, on leur dit d'y aller. Évidemment que là, ça paraît plus évident qu'on doit les former. On doit les former à leur métier, mais on doit aussi leur transmettre les valeurs de l'entreprise, les méthodes de travail de l'entreprise, parce que si vous faites partie d'un réseau, les méthodes et les valeurs sont différentes. Si vous êtes indépendant, vous avez vos valeurs à vous et vos méthodes de travail, vous devez les transmettre. Et on dit ça donc pour des gens qui sont en reconversion professionnelle, mais même pour effectivement quelqu'un qui n'est pas en reconversion professionnelle et qui a potentiellement une vraie expérience dans l'immobilier, vous devez le former à nouveau. Vous savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi, que quelqu'un qui a de l'expérience dans l'immobilier est celui qui prend le plus de raccourcis et qui utilise le moins les méthodes de travail qu'il a pourtant apprises. À vous de le reconfigurer correctement. C'est comme un ordinateur, il faut quasiment le mettre à zéro, mise à jour, reset, mise à jour, mais c'est hyper important. Et vous devez passer du parce que c'est à la fois comme ça que vous intégrerez les gens au mieux, mais c'est aussi à la fois comme ça que vous allez leur faire du chiffre d'affaires de manière… En fait, c'est tout l'accompagnement, une fois qu'il est arrivé, et passer tous le premier les échanges. jour. Tout à fait, passer le premier jour. Comment on fait pour recueillir les impressions régulières de votre collaborateur et ce que j'appelle déceler les signaux faibles. C'est-à-dire comment vous allez voir qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui l'inquiète, qui le dérange et qui, petit à petit, pourrait devenir un gouffre qui le ferait partir. Alors là, oui, non, on n'en passe pas, on passe pas. Non. Ah, d'accord, bah, tu voulais qu'on passe au segment. Excusez-nous, un non, petit, petit réglage. Je voulais juste, Si, non, c'est ça, il y a ça. C'est ça. On va développer moi, je voulais juste préciser que pour moi, le suivi, il joue dans les deux sens. C'est-à-dire que le directeur doit être en alerte des signaux faibles dont tu parles, Antoine, pour justement essayer de déminer s'il y a un souci larvé, on va dire. Et ensuite aussi, je pense que ça peut être intéressant, et c'est le cas dans n'importe quelle entreprise, une nouvelle recrue a un nouvel œil sur les méthodes de travail et la façon de faire de l'entreprise, et peut aussi avoir un effet miroir où on se dit, ah oui, effectivement, peut-être que ça, on le fait peut-être pas suffisamment bien, ou on pourrait faire autrement. Donc, c'est aussi collecter des feedbacks sur la façon dont fonctionne votre agence, et peut-être que vous serez amené à faire évoluer certaines choses suite à son regard qui est neuf, parfois un peu naïf par rapport à vos façons de faire. La remise en cause n'est pas facile, mais c'est une bonne idée. Nous, chez Meilleurs Agents, on fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire il y a toujours un rapport d'étonnement qui est fait par les nouvelles recrues, et justement, ça nous aide à prendre du recul et voir ce qu'on peut aussi améliorer, et c'est un regard extérieur, puisque comme la personne est neuve et n'a pas d'a priori, son feedback est d'autant plus intéressant. Voilà. Et donc, sur les best practices pour accompagner un nouveau collaborateur, il y a plusieurs points importants. Effectivement, en fait, il faut faire des entretiens réguliers. Les premiers jours sont capitaux, on vous l'a dit, et quand on dit point régulier, à mon sens, chacun fait comme il le souhaite, évidemment, et selon ses disponibilités, mais le premier jour est fondamental. Le premier jour, c'est à la fin de la journée, il a fait son premier parcours d'intégration, on le reçoit et on voit comment la journée s'est passée. Ça dure 5 minutes, mais comment la journée s'est passée? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il veut qu'on revienne ou non? Idem, fin de première semaine. La fin de première semaine est essentielle parce qu'on aura vu là
toute l'activité a priori. On aura tourné avec beaucoup de monde. Potentiellement, on aura déjà vu des premiers clients ou des premiers interlocuteurs. Donc, premier jour, première semaine. Et puis moi, j'irai après, parce que les périodes d'essai, notamment sur les négociateurs, sont de 3 mois. Moi, je dirais qu'il faut faire un point chaque mois avec le collaborateur, qui soit plus ou moins long, et toujours dans le même esprit progressif. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois mieux expliquer? Quels sont les points d'interrogation et les points qu'on doit arranger? Très bien. Et puis le dernier point, qui va être essentiel, c'est dans les entretiens, c'est les entretiens de fin de période d'essai. La plupart du temps, on se dit, tiens, la période d'essai est passée, bon, on ne dit rien. La personne, elle a attendu en tremblant en permanence, est-ce qu'il va me conserver, est-ce qu'il va me conserver? Nous, on laisse filer le truc. Lui, finalement, il attend ça, il se dit, bon, bah cool, je suis conservé. Mais finalement, on ne valorise pas ce moment-là. Bah oui, c'est ça, Ce moment-là, il est fondamental. La fin de la période d'essai que lui a attendu de manière très forte, que vous, finalement, puisque vous n'avez pas envie de la remettre en cause, bah, vous dites, il n'y a pas de sujet. En fait, il faut mettre ça en succès, il faut l'ériger en succès. Il faut féliciter votre collaborateur. Bravo, voilà, tu as réussi, tu es en fin de période d'essai. Voilà les points sur lesquels on est extrêmement satisfait. Et c'est aussi l'occasion de lui faire part des points d'amélioration parce qu'il y en a toujours en période d'essai. Voilà sur quoi il doit progresser. Pour autant, on l'a validé, il fait partie de l'entreprise. Bravo. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire une soirée pour fêter ça, mais si vous voulez pousser jusqu'à un petit verre de champagne, voilà, c'est pas interdit avec tout le monde. C'est plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, on vous conseille vraiment de faire au moins ces entretiens-là. C'est pas long, mais ça rapporte beaucoup. Et il y a un autre point, je pense qu'on n'a pas abordé, c'est effectivement potentiellement, mais ce n'est pas systématique, demander à une personne de l'équipe peut-être un peu senior de parrainer la nouvelle recrue, parce que si vous êtes absent vous ne pouvez pas le suivre tout le temps, peut-être qu'il y ait un autre collaborateur qui le suive de plus près. Exactement. Alors, je pense qu'effectivement, je l'ai sauté, excusez-moi, le point du parrainage, c'est essentiel et ça rapporte à 2 titres. Le premier, effectivement, c'est que ça vous libère du temps parce que vous déléguez finalement l'intégration de votre collaborateur à quelqu'un de senior ou pas tant que ça. On n'est pas obligé d'avoir des seniors, on a des gens qui peuvent être des très bons intégrateurs, même sans être seniors. Donc, ce point-là fait que ça vous libère du temps et quelque part, ça crée un lien privilégié entre les 2 collaborateurs. Ça, c'est pas inintéressant et probablement que votre nouvelle recrue aura plus de facilité à demander des choses à son parrain qu'à vous-même. Mais le point important aussi que je souhaite mettre en avant, c'est que quand vous demandez à l'un de vos collaborateurs de parrainer un autre, vous le valorisez celui-ci. C'est vraiment important, c'est-à-dire que dans vos structures, qui sont des petites structures, on a rarement des structures avec 10 collaborateurs, un manager et des perspectives d'évolution hiérarchique. Parrain à vos collaborateurs est une manière de les faire évoluer. Vous leur donnez une responsabilité supplémentaire et quelque part, vous le valorisez. Donc là, on ne parle pas évidemment de la nouvelle recrue, mais de votre collaborateur qui est là peut-être depuis des années et que vous allez pouvoir mettre en avant et valoriser grâce à ce parrainage. Alors, justement, quand vous allez faire vos entretiens, enfin vos points ponctuels avec le nouveau collaborateur, là, sont des best practices qui sont courants dans le milieu de l'entreprise. Quand vous lui faites un feedback, en fait, c'est être vraiment factuel dans la façon dont vous allez lui parler. Je ne sais pas, ça peut être un retour que vous avez eu sur une évaluation, une vente, un achat, enfin bref, être factuel. Parler de ce que ça a pu engendrer pour l'agence s'il y a eu un problème ou quoi que ce soit, dire en quoi ça a posé un problème, exprimer aussi votre sentiment en tant que directeur ou directrice d'agence. Et enfin, toujours finir par un axe. Qu'est-ce qu'il va apprendre de cette expérience? C'est important vraiment de finir par une touche positive pour que justement ce soit de l'apprentissage et que la personne, s'il y a eu un problème, par exemple, il ne puisse pas rester là-dessus et être bloqué, quoi, en fait. Voilà. J'y ajouterai un tout petit complément, c'est lors de ces entretiens, on doit systématiquement avoir un point positif et un point amélioré. C'est-à-dire que ne voyez pas la personne d'entretien que pour des points améliorés, cherchez toujours ce qu'il y a de positif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre le positif et le, je vais dire le négatif, c'est l'axe d'amélioration, mais voilà, il faut toujours avoir un équilibre pour pas que la personne se sente en danger, attaquée. Voilà, on est là pour effectivement exprimer des choses qui sont améliorées, mais on compense avec quelque chose qui est de positif. Tout à fait. Et effectivement, comme le disait Christine, on finit sur de la construction par une solution.
Alors maintenant, on va voir comment faire pour avoir un bon environnement de travail et entretenir une bonne ambiance. Et on va voir que c'est quand même un point capital pour les nouvelles recrues. C'est ça. Alors, c'est d'autant plus capital que 92% de vos collaborateurs pensent qu'un environnement de travail agréable est propice à la productivité. Donc, en gros, ils vous disent, si on a un bel environnement de travail, on va vous rapporter beaucoup plus de chiffre d'affaires. Alors, autant se transformer en architecte d'intérieur et avancer un peu. Alors, quelques incontournables. Voilà. Essayer d'avoir un agencement et une décoration des locaux sympathique. Favoriser la lumière directe, c'est-à-dire la lumière des fenêtres. Je peux vous le dire en connaissance de cause, j'ai une de mes collaboratrices qui a travaillé pendant longtemps dans la cave. C'était dur, donc petit à petit, on a fait en sorte effectivement de créer de la lumière directe, c'est important. Les plantes vertes créent un environnement paisible. Là encore, ça favorise un échange tranquille. Prévoyez un espace détente, pause café, coin cuisine. Alors, au-delà des obligations légales, on est censé fournir un espace, pas que forcément cuisine, mais en tout cas un espace de repas. On a des fois des structures qui sont petites, et donc c'est pas toujours évident. Il faut trouver même si on n'a pas d'espace dédié, un coin où on laisse effectivement la machine à café, quelques gobelets, mais un endroit où on peut se retrouver. Bon, c'est intéressant, mais encore une fois, des fois on manque clairement de place. Et puis alors, il faut trouver des solutions. Soit effectivement, on est dans des zones où se garer n'est pas un problème, soit on est dans des zones urbaines denses où c'est compliqué. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, soit on n'a pas besoin de voiture, aucun problème. Là, on parle de Paris intramuros plutôt. Soit on est en banlieue ou dans des villes urbaines un peu plus compliquées. Donc là, il faut prévoir avec la mairie d'avoir des places qu'on prépaye ou des parkings collectifs. Mais c'est des choses que vous devez absolument mettre en place. OK, ça a un coût, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs de risquer des amendes, surtout au prix des amendes d'aujourd'hui. On n'est plus à 11 € comme il y a quelques temps, on est au moins à 35, voire un peu plus. Ça fait beaucoup d'argent à la fin, donc il faut absolument leur trouver des solutions pour que ce soit plus un enjeu pour eux. Et moi, je reboucle juste, Antoine, c'est qu'effectivement, là, on parle de l'aménagement de l'agence, mais du coup, c'est important aussi. C'est la première impression qu'ils vont avoir aussi de votre agence. Donc, c'est d'autant plus important. C'est quand même très appréciable. Oui, d'autant plus que ça plaira aussi à vos clients. Voilà, c'est ce que je dans une belle agence. On a des petites astuces à vous donner. Si la déco d'intérieur, ce n'est pas trop votre truc, on comprend tout à fait, vous avez certainement peu de temps à y accorder. N'hésitez pas à faire appel à ce qu'on appelle des aménageurs. Ce sont des nouveaux métiers qui sont créés, il y a des architectes d'intérieur chez les aménageurs, mais pas que, parce que parfois il suffit de changer la déco et de quelques petites idées d'agencement qui font que ça va donner un coup de jeune à votre agence. Alors, pour info, Meilleurs Agents a refait ses locaux il y a 2 ans. Nous, on est passé par un aménageur qui s'appelle Yemenja, qui a été super et qui nous a fait une déco très belle, très stylée. Vous ne le voyez pas, mais c'est magnifique. Voilà, très zen. Il y a beaucoup de plantes vertes qui sont naturelles. Et en fait, c'est un cadre de travail qui est très zen et très agréable. Voilà. Ensuite, effectivement, il faut penser à modifier le site de votre agence et aussi de votre vitrine Meilleurs Agents pour mettre à jour les nouvelles photos de vos nouveaux collaborateurs. Pareil, ça envoie une impression à la nouvelle recrue que finalement, vous l'attendiez et vous êtes content qu'ils rejoignent vraiment votre équipe puisque vous allez rapidement mettre à jour ces pages. Donc, c'est vraiment important. Votre site d'agence, il n'y a pas la possibilité de mettre des photos. Demandez à votre développeur. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas un site qui n'en a pas. Il faut mettre en avant votre équipe, il faut vous mettre en avant, il faut mettre en avant votre agence. Voilà, c'est bon pour le recrutement, c'est bon pour les clients. Tout le monde a y gagné. Alors, on a parlé de l'aménagement de l'agence, mais il y a aussi l'ambiance au travail. C'est un autre point parfaitement. très important. Alors, l'ambiance au travail, pourquoi on vous en parle? On a fait une étude de candidat chez Recrutimo il y a maintenant 8-9 mois, dans laquelle ce qu'il ressortait, c'est que l'ambiance au travail est le deuxième point le plus important pour un collaborateur pour venir dans une entreprise ou y rester. D'accord? C'est quasiment équivalent aux perspectives d'évolution, mais en tout cas, c'est la deuxième position. Ce qui veut dire que, au-delà de la rémunération dont on parlera juste après, l'ambiance au travail est fondamentale pour un collaborateur. Alors, comment on va
créer cette ambiance et créer une cohésion d'équipe. Alors moi, j'appelle ça les animations sociales. Dans une entreprise, vous créerez cette cohésion si vous créez des moments de vie commune, des moments où on va se retrouver, des moments où on va partager des choses qui ne soient pas que du professionnel. Alors, on peut appeler ça donc des animations sociales ou des moments de convivialité. Alors, ça peut être des petits déjeuners, ça peut être des déjeuners, ça peut être des apéros, ça peut être des soirées, ça peut être des voyages, peu importe. En fait, le rôle d'une animation sociale, c'est de se dire que tout motif est bon pour créer quelque chose. Ça peut être Noël, là, c'est la bonne période, on fait des petits Noëls, on réunit toute l'équipe, on se fait tous un petit cadeau. Alors, c'est pas un petit cadeau à tout le monde, mais chacun fait un petit cadeau qu'on offre au hasard. C'est le meilleur moment. Il y a la galette des rois qui arrive. Il y a les anniversaires, on peut fêter les anniversaires. On peut faire la fête des mères, j'en sais rien, je vous invente tout, mais chaque mois, vous trouverez facilement un événement à fêter qui vous permet de vous réunir. Ça peut être le Beaujolais, ça peut être, que sais-je, il y en a beaucoup. Et après, vous choisissez le moment. Effectivement, on ne peut pas faire des dîners tout le temps, ça coûte de l'argent, c'est pas facile, tout le monde a des préoccupations personnelles. Mais un petit déjeuner, c'est facile, un apéro, c'est facile, un déjeuner, c'est facile. Mais créez ces moments-là et vous verrez que vous allez créer une cohésion d'équipe et un lien entre les équipes qui va être très, très fort. Et n'hésitez pas à les prévoir d'emblée dans vos agendas, que ce soit les anniversaires de vos collaborateurs. Nous, chez Meilleurs Agents, ils sont dans nos agendas, donc on le sait à l'avance, on ne peut pas les louper. Ça peut être aussi prévoir à l'avance les 4-5 dates de l'année où vous aurez envie de réunir vos équipes et d'emblée, Noël, je ne sais pas, le Beaujolais nouveau ou autre chose. Mais prévoyez-les un peu à l'avance pour mieux vous organiser et faire en sorte que ce soit un moment de plaisir et que tout le monde puisse être disponible aussi ce jour-là. J'ajouterais que si vous n'en faites pas ou peu, il ne faut pas être trop ambitieux. Il vaut mieux en faire un petit peu de manière régulière. Une fois par mois, je fais quelque chose, vous n'y arriverez pas, ça vous coûtera de l'argent et finalement, ça va ennuyer tout le monde. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez en mettre en place quelques-unes de manière régulière, ça va devenir une demande de vos collaborateurs. Alors, c'est vrai que pour la cohésion d'équipe, il y a tous ces événements sociaux dont tu parles, Antoine, mais il y a aussi la culture d'entreprise. Alors, est-ce que tu veux bien revenir en arrière? Juste, je voulais parler de ça. Oui. Séminaire team building peut s'inscrire exactement dans le même schéma. Moi, je parlerai aussi de challenge, notamment commerciaux pour les négociateurs. C'est-à-dire que c'est hyper important de leur donner, au-delà des rémunérations individuelles, collectives qu'ils peuvent avoir, c'est important de les challenger sur un objectif trimestriel ou semestriel et avec une récompense, entre guillemets, qui pourrait être effectivement un voyage, un week-end. Des challenges professionnels, mais qui vont générer derrière un échange personnel. Dernier point sur ce sujet, et après on va venir sur les valeurs, etc. Soyez souple, on est en période de grève, c'est un bon moment. Soyez souple dans les agendas. Alors, oui, ils doivent travailler, ils doivent assurer le chiffre d'affaires, aucun problème. Dans la période actuelle, et je pense que c'est un des meilleurs exemples, on ne peut pas demander aux gens d'arriver à 9h pile et de repartir à 19h pile. C'est trop compliqué. Les grèves font que les déplacements sont 2 ou 3 heures, que les clients ne sont pas tous dispo, qu'on a les écoles qui ferment ou les profs ne sont pas là, les médecins, je ne vous en parle pas. À un moment donné, voilà, il faut savoir preuve dans des périodes exceptionnelles comme au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, si hors grève, vous avez un collaborateur qui doit emmener son fils, le rendez-vous médecin est à 16h, c'est pas grave, vous pouvez le tolérer. Il donne en principe en échange suffisamment d'heures et de temps à votre entreprise pour nous. Oui, c'est un bon moyen de fidéliser les collaborateurs, effectivement. C'est rassurant de ne pas être inquiet. Alors, la culture d'entreprise. On l'a mis après parce qu'on pense que l'ambiance au travail est importante, mais la culture d'entreprise contribue aussi à ça. C'est quoi? Ce sont tous les codes de votre entreprise, les valeurs, les comportements, les pratiques. Et ça, un nouveau collaborateur va avoir besoin de connaître votre culture d'entreprise assez rapidement pour se sentir intégré et aussi ne pas faire d'impair. Bien sûr. Voilà, on peut donner un exemple. Par exemple, si vous êtes très à cheval sur la ponctualité, que ce soit en rendez-vous client comme pour des rendez-vous entre collaborateurs à l'agence, ça c'est quelque chose qui doit être dit et exprimé de façon totalement explicite dès le début pour que le nouveau collaborateur ne soit pas en décalage et ne fasse pas d'impair et
et suivent voilà, vos codes. Donc, c'est très important de le mettre au parfum très rapidement. Et par exemple, si on parle des pratiques professionnelles, il y a toujours un sujet chez les négociateurs immobiliers, c'est quelle est la règle quand on passe des offres. J'ai eu une offre, oui, mais lui aussi, laquelle on prend en premier. Ça, c'est des choses sur lesquelles il y a des règles qui sont déterminées, prédéterminées, ou si elles ne le sont pas, elles doivent l'être absolument. Il faut absolument communiquer ces règles-là, effectivement, pour éviter de faire des impairs et de dire, bah ouais, mais j'ai pas défendu la bonne offre, alors on m'avait dit que. Non, là-dessus, il faut que les choses soient très claires. Et plus elles seront claires, plus la personne s'identifiera à ses pratiques et à ses valeurs, à ses comportements. Voilà, donc vous avez tous vos propres codes. Parfois, ça fait peut-être du bien aussi de les relister pour que tout le monde soit clair dans l'entreprise avant que vous intégriez un nouveau collaborateur. C'est-à-dire peut-être que vous vous réunissiez ou que le directeur remette ça noir sur blanc sur un document pour s'assurer que tout le monde soit bien aligné. Et il y a un adage que j'aime bien là-dessus, c'est l'exemple. C'est je dis ce que je fais ce que je dis. Mais souvent, on oublie nous-mêmes, et moi je vous dis, parce que je suis capable de le faire, on oublie soi-même de respecter ses propres règles qu'on a dictées, donc c'est important d'entendre s'y replonger. Oui, tout à fait. Alors, une autre stat qui donne le ton par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est qu'un Français sur 5 accorde beaucoup d'importance au bien-être professionnel et à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Tu en parlais tout à l'heure, notamment avec les rendez-vous médecins, la crèche et autres. Je suis presque surpris de la statistique d'1 sur 5. J'ai le sentiment qu'on entend dire que c'est beaucoup plus. De toute façon, c'est la tendance. Il faut effectivement respecter cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est très important. On ne peut plus aujourd'hui dire qu'on fait passer tout le professionnel avant. Ils ont suffisamment de stress et de pression avec leurs chiffres personnels pour que, pour le reste, on puisse les laisser un peu tranquilles. Alors, encore une fois, c'est un deal entre vous et eux. Il est évident que le deal doit être équilibré et que c'est pas je pars à 4 heures tous les soirs et puis tant pis. Mais à un moment donné, il faut savoir faire un peu preuve de recul sur ces sujets. Je pense que c'est important. Tout à fait, ouais. Et enfin, un dernier point dont on voulait vous parler, qui est un peu nouveau, c'est pas encore généralisé dans toutes les entreprises et encore moins dans les petites structures, mais c'est le RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler et qui a un lien fort avec toute la partie écologique. Oui. Ça ne va pas avec les cartes de visite. C'est clair. La carte de visite n'est pas très écologique. 68% des jeunes entre 15 et 24 ans se préoccupent des questions environnementales. Et du coup, les agences et les entreprises, en règle générale, en France et dans beaucoup de pays, sont obligées de revoir leur politique en fonction de ces critères-là. Je ne sais pas ce que tu veux ajouter, Antoine, par rapport à ça. Pour des entreprises comme les nôtres, c'est difficile. Quand on est une petite entreprise, se dire RSE, entre guillemets, c'est compliqué. Pour autant, là aussi, il faut montrer à des candidats et à des collaborateurs qu'on est sensible à ces sujets. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on doit tous l'être, de dire que c'est tout bête, mais avoir des poubelles de recyclage dans son agence, c'est tout bête, mais c'est un basique aujourd'hui. C'est un basique environnemental, mais c'est un basique pour vos collaborateurs. Et le fait de le dire en entretien de recrutement ou lors de l'intégration, je pense que pour certaines personnes, et pas que les 15 à 24 ans, ça peut faire un peu la différence. Voilà. On peut dire, tiens, moi, je suis dans une entreprise qui respecte l'environnement, c'est important. Alors, quand on parle de sociétal des entreprises, c'est environnement d'une part, c'est pour ça qu'on a mis un joli fleuve, mais c'est également un rôle social. D'accord, c'est une responsabilité sociale et environnementale. Et donc, sur le social, on en revient à ce qu'on disait juste avant, savoir que voilà, l'environnement personnel, c'est important, le respect des valeurs humaines, c'est important. Et tout ça, il faut savoir le mettre en avant lorsque vous avez des entretiens avec vos collaborateurs et dans la vie de tous les jours avec vos collaborateurs, évidemment. Tout à fait. Alors, on va passer à la troisième partie qui est la rémunération. On a vu que c'était un sujet important pour les candidats et les évolutions et les petites attentions. Vos nouvelles recrues. Oui, une stat importante, 78% de collaborateurs ont été une fois dans les 6 derniers mois. Ça, c'est une stat qu'on sort de l'étude Recrutimo candidat. C'est-à-dire que c'est les candidats qui disent que, en gros, 8 sur 10 sont contactés dans les 6 derniers mois pour aller prendre un autre job. Donc, il va falloir bosser pour les garder quand même. C'est un minimum. Une tension sur le marché. Et en fait, du coup, il faut mettre en place des primes. Ça aide. Alors, oui, tout à fait. Alors, vous savez que de toute façon, vos collaborateurs, ils ne travaillent pas pour rien. Ils ont des objectifs de chiffres qui sont déterminés. Mais à mon sens, voilà, il y a des objectifs à mener qui sont d'une part quantitatifs et d'autre part qualitatifs. Le qualitatif permettra à réussir le quantitatif. Dans tous les cas, vos objectifs doivent être compréhensibles, précis et connus des collaborateurs. Donc, en gros, 50, vous ne me l'avez jamais dit. La question, c'est, oui,
précis, c'est 250 et pas 220, entre 220 et 270. Bon, je vous donne des chiffres d'affaires, bon, hein. Si on est sur les objectifs qualitatifs, c'est tu dois par exemple être X jours, tu dois distribuer X papiers par jour en prospection, tu dois rappeler X clients qui ont été identifiés comme des clients immédiats dans le mois. De toute façon, déterminer de manière précise, compréhensible les objectifs avec vos collaborateurs. Et j'insiste sur le fait qu'ils peuvent être quantitatifs, bien évidemment, mais aussi qualitatifs. Il y a des aspects qualitatifs qui sont bien à mettre en avant. C'est par exemple les avis Google ou meilleurs agents. Vous pouvez demander à vos collaborateurs d'avoir un minimum d'avis clients Google ou meilleurs agents à chaque fois qu'ils ont une signature. Si c'est réalisé, prime. Si c'est pas réalisé, pas prime. Là, on parle de qualitatif. C'est hyper important. On a des fois des études mystères qui sont menées dans des entreprises. Vous pouvez le faire, c'est assez simple, ça coûte pas beaucoup d'argent. Il y a des appels mystères qui sont faits et on évalue vos collaborateurs sur des critères qualitatifs. Ça peut être le sourire au téléphone, la politesse, ça peut être le rappel. Voilà, on a plein d'éléments qualitatifs qui peuvent être mis en place et qui vont aider vos collaborateurs à devenir meilleurs. Ça peut être le respect de la méthode de travail. Voilà. Est-ce que je respecte bien les étapes d'une prise de mandat, par exemple? Et un engagement durable dans une agence, là, en fait, effectivement, les stats, ça reprend la stat de dire que c'est important. 53% des professionnels pensent que le système de prime individuelle et collectif font la différence. Oui, ça fera la différence. Pour autant, on l'a vu, ce n'est pas le seul critère de choix de quelqu'un. Pour autant, vous devez avoir un système de prime intelligent, compréhensible, on l'a dit, et vous devez absolument travailler avec vos collaborateurs pour déterminer ce qui est important. La prime individuelle, elle est importante. De toute façon, c'est lié au chiffre d'affaires, s'il y a des objectifs quantitatifs. Les primes collectives ont une importance parce qu'elles vont créer la cohésion qu'on évoquait tout à l'heure entre vos équipes. C'est-à-dire que si vous créez un challenge commun de dire vous devez faire sur le trimestre X euros de chiffre d'affaires tous ensemble, peu importe qu'il y ait des bons et des moins bons, mais tous ensemble, et vous avez un voyage collectif derrière, un week-end collectif, une chute libre ou ce que vous voulez, ou un kart, peu importe, ça va créer de la cohésion. En tout cas, ces primes sont essentielles et n'oubliez pas qu'un système de rémunération doit correspondre à vos objectifs. D'accord ? Est-ce que votre objectif, c'est de créer du chiffre d'affaires supplémentaire? Est-ce que votre objectif, c'est de fidéliser vos clients? Je parle de gestion locative en l'occurrence. Quels sont vos objectifs? Et vous devez faire coller votre système de primes en fonction de vos objectifs d'entreprise et les partager avec vos collaborateurs. Alors, il y a d'autres petits avantages aussi qu'on vous a listés, qui sont les avantages en nature, par exemple. Oui. Ça se fait Alors, beaucoup, vous pouvez mettre en place des voitures de fonction. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Alors, petite astuce, la voiture de fonction qui paraît toujours être un coût exorbitant, la voiture de fonction que vous logotez, c'est une publicité dans la ville absolument remarquable. Une voiture aujourd'hui, vous en trouvez honnêtement des petites C1, alors je ne travaille pas chez Citroën, mais des petites C1, je pense qu'à 170 € par mois, vous en avez une. Si vous la logotez, ça vous fait une publicité dans l'entreprise qui vaut tous les papiers que vous mettrez dans les boîtes aux lettres. Donc finalement, ce n'est pas un coût, c'est un gain. La mutuelle, aujourd'hui, c'est important. De toute façon, les remboursements de sécurité sociale diminuent. Donc la mutuelle, ça devient un vrai avantage concurrentiel. Et on le voit bien, moi, ça me choque toujours, mais ça choque beaucoup de monde. Quand on vous demande en entretien de recrutement, est-ce que votre mutuelle est bien? Bon, moi, ça m'a toujours surpris, mais en fait, je pense que c'est hyper important. Les tickets restaurants peuvent être un vrai avantage, c'est une vraie rémunération. L'épargne salariale, c'est très peu mis en œuvre dans des petites structures. Pour autant, c'est aussi l'occasion de payer des primes sans charge sociale. Vous pouvez très bien mettre des systèmes de primes que vous abondez. C'est-à-dire qu'en fait, le collaborateur met de l'argent sur un compte en banque et vous pouvez non chargé, défiscalisable complètement. La cooptation, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer effectivement donner une prime à vos collaborateurs s'ils vous amènent de nouveaux collaborateurs. Donc, ce n'est pas des primes gigantesques, mais si vous donnez une prime de 200, 300 € à un collaborateur qui vous a ramené quelqu'un que vous avez embauché et que vous avez convaincu de rester après la période d'essai, vous pouvez donner une prime. Là aussi, ça fidélise l'entreprise, le collaborateur, parce que puisque vous avez créé une cohésion, enfin vous avez étiré la cohésion personnelle vers le professionnel, vous allez garder les gens qui voudront continuer à travailler avec leurs amis. On a évolué, excusez-moi, on a tout à l'heure parlé de parrainage. Vous pouvez accroître les responsabilités de vos collaborateurs. Alors, il y a du parrainage, mais il y a aussi l'évolution vers un poste de manager.
vers un poste d'adjoint. J'ai des assistants commerciaux qui sont passés négociateurs, des négociateurs qui sont passés à la location, des négociateurs qui ont pris des postes de responsabilité, autres. Ce qu'il faut toujours, c'est privilégier les évolutions en interne. Il n'y a rien de pire que de recruter. Si vous voulez un manager, vous recrutez quelqu'un externe, il n'y a rien de pire comme message à envoyer à vos collaborateurs. Ils vont se dire que de toute façon, ils n'évolueront donc jamais. Vous n'avez pas toujours le manager du siècle. C'est une certitude. Pour autant, il a certainement des choses à faire valoir que grâce à des formations complémentaires et à votre accompagnement, ils vont pouvoir valoriser et devenir des bons managers. Donc, vous n'êtes pas obligé de trouver le manager de l'année dans vos équipes tout de suite, mais vous avez l'obligation, à mon en tout cas, de faire progresser vos équipes pour devenir des managers demain. Dernier point, les formations, elles sont devenues obligatoires, bien sûr, dans vos agences, mais elles auraient dû l'être bien avant. Donner des formations, alors des formations métiers, mais vous pouvez aussi très bien imaginer que vous pouvez donner des formations plus personnelles, n'importe quoi, un collaborateur qui a envie de parler anglais. Et là encore, on reparle d'équilibre personnel-professionnel. Tout à fait. On arrive à la fin de ce webinaire. En conclusion, on peut dire que pour fidéliser, il y a plusieurs points importants. Il faut d'abord que votre collaborateur il prenne plaisir à venir travailler. Ça a l'air d'être le socle, hein, on est d'accord. Ensuite, qu'ils peuvent se perfectionner, comme dit Antoine, qui est aussi soit des formations, soit et ensuite des évolutions, tout simplement, qu'il ait une perspective dans votre agence pour qu'il ait envie de rester. Voilà. Je vais ajouter un dernier point que je pense essentiel, mais qui globalise tout. Alors, au-delà de la rémunération, on l'a dit, la rémunération est la base. C'est important de créer des conditions, ce que j'appelle moi du management de proximité. Plus vous aurez un rapport humain avec vos équipes, plus les gens vous seront redevables à titre personnel et moins les gens auront envie de partir. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un patron qu'on reconnaît, qu'on respecte, à qui on a envie de tout donner. Et ça, vous le créerez parce que vous serez proche de vos collaborateurs, parce que vous ferez du monde en fidélisation. Donc, essayez d'être le plus proche d'eux, de les voir régulièrement, de créer des événements régulièrement, et vous verrez que globalement, ça marche plutôt très bien. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour ce webinaire. On était ravis de t'accueillir. Vous allez avoir un petit questionnaire qui va s'afficher. Alors, en fait, je vous rappelle qu'il faut que vous fermiez la petite popine qui va s'afficher pour terminer le webinaire. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir le questionnaire où il y a juste 3 questions, hein, c'est très rapide, qui va s'afficher sur votre écran. Si vous pouvez y répondre, on vous serait très reconnaissant parce que ça va nous permettre d'améliorer la qualité de nos formations en ligne et aussi d'avoir d'autres idées de sujets qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de ce dont vous avez envie qu'on vous parle dans les prochains mois. Désolée, on n'a pas pu répondre aux éventuelles questions, donc on le fera certainement par email après le webinaire. Vous allez recevoir dans les prochains jours le replay du webinaire avec la fiche technique, enfin, le livre blanc qui l'accompagnera, où il y aura encore plus d'infos que ce qu'on vient de vous présenter. C'est très riche. Voilà, donc surveillez vos boîtes mail et puis on se dit à l'année prochaine, puisque en janvier recommencera un cycle de webinaires très riche entre les webinaires produits qu'on pourra vous présenter et sur plein de nouvelles thématiques. Donc, surveillez vos boîtes mail et on vous dit à très bientôt.